L'avènement de la voiture électrique à grande échelle est en cours. C'est une évolution bénéfique, mais elle dérange beaucoup l'ordre établi. Enfin, surtout ceux qui en tirent des profits colossaux. Ainsi, pétroliers et vieux barons de l'industrie automobile dépensent des milliards en communication ou en études scientifiques plus ou moins bidons pour faire barrage à ce changement qui leur fait de l'ombre. J'ai déjà dénoncé énormément de ces fake news en les illustrant de faits vérifiés et avérés, comme pour les petits enfants et le cobalt, le danger d'incendie sur les voitures électriques, et bien d'autres non-sens utilisés par l'industrie du pétrole-énergie pour nous détourner de la voiture électrique. Pourtant, d'autres ont décidé de prendre la balle au bond et d'accompagner la transition en cours pour ne pas finir dans les poubelles de l'histoire. C'est le cas des manufacturiers de pneumatiques, entre autres. Ils testent et revoient leurs produits pour répondre aux nouveaux défis de la voiture électrique. Mais ce faisant, ils ont débouché sur des conclusions qui arrangent bien les vieux briscards adeptes des fumées d'échappement. Les voitures électriques usent plus de pneumatiques que les thermiques. C'est testé et prouvé en laboratoire. Ce qui est étonnant par contre, c'est que lorsque des articles paraissent sur le sujet, les commentaires sont loin d'être orientés dans ce sens-là. Ce serait même plutôt l'inverse. On oppose des témoignages à un protocole de mesure drastique qui tendrait à donner à ce dernier plus de crédibilité. Mais ce serait faire la même erreur que les expérimentateurs. Ne pas inclure le facteur qui a le plus d'influence sur l'usure des pneumatiques de nos autos. Aujourd'hui, nous allons voir comment une mesure pourtant exacte en laboratoire, présentée d'une certaine manière, donne une fausse image de la réalité et pourquoi ces tests sont réellement utiles pour faire avancer le schmilblick. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Petit message du Tesla Owner Club France avant de commencer cet épisode. En effet, le 18 mai prochain aura lieu le Tesla Owner Day, comme chaque année. Cette fois-ci, il aura de nouveau lieu à côté de Clermont-Ferrand, chez Michelin, sur le circuit du manufacturier. N'y voyez pas de correspondance avec le sujet du jour, c'est vraiment purement fortuit. En tout cas, c'est une journée exceptionnelle qui regroupe énormément de propriétaires de Tesla francophones et souvent, ça permet de faire de beaux échanges tout en apprenant énormément de choses. Au final, c'est une journée qui se veut à la fois amusante et instructive. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le flash code à la fin de cette annonce et le lien en description pour pouvoir vous inscrire. N'attendez pas trop puisque les inscriptions seront fermées le 30 avril et il n'y aura pas de possibilité de prendre de billets sur place. Voilà, ceci étant dit, on peut passer à notre sujet. Lorsque je me suis mis en quête d'un sujet technique pour la vidéo de ce dimanche, j'ai fait un peu le tour des sujets que j'avais juste effleurés sans entrer plus que cela dans le détail. En parallèle, comme je fais une veille technologique permanente, je suis tombé sur des articles de Teslarati, site qui suit l'actualité de Tesla, mais aussi de la voiture électrique en général. L'article traitait de l'usure des pneumatiques des voitures électriques qui est, au dire des experts, supérieure à celle des voitures thermiques. Comme en plus, j'ai en tête le remplacement de mes roues pour passer en roue été, je me suis dit que j'avais des informations vraiment de première main pour étayer ça. Donc pourquoi pas? Je me suis aussi rappelé d'une conversation à bâton rompu avec mon partenaire pneumatique allopneu.com et avec des contacts que j'ai chez d'autres manufacturiers, dont deux qui œuvrent énormément pour développer des pneumatiques plus performants pour la voiture électrique, Michelin et Hankook. Dans les deux cas, les conclusions des tests sont les mêmes. La voiture électrique consomme plus de pneus qu'une voiture thermique équivalente. Donc d'un point de vue technique et scientifique, c'est avéré. Voyons les causes de ce résultat. En premier lieu, ce qui semble une évidence pour beaucoup, et entre autres pour les journalistes ayant peu de notions de mécanique, on peut penser que le poids des véhicules est un facteur d'usure énorme. Ces mêmes journaleux expliquent que 20% de poids en plus, c'est 20% d'usure en plus. Logique selon eux, mais totalement faux. Avec une telle logique, les pneumatiques des poids lourds dureraient 4 à 5 fois moins que celui d'une voiture. Or, c'est plutôt l'inverse qu'on constate, ils durent entre 120 000 et 220 000 km. Pourquoi? Eh bien parce que le pneumatique du poids lourd est adapté au poids supplémentaire. Les pneus ont un indice de charge, ce n'est pas pour rien. La carcasse d'un pneu est conçue pour avoir une flexibilité adéquate en fonction du poids du véhicule.
Mais en plus, la gomme est adaptée. Un véhicule plus lourd aura tendance à déformer plus la gomme et la structure, causant donc un échauffement supplémentaire du pneu. Or, si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que chaleur veut dire. C'est une perte d'énergie et donc de rendement. Le pneu est donc ni trop dur ni trop souple pour avoir la souplesse requise pour une bonne tenue de route et une dureté adaptée pour ne pas trop s'échauffer et donc ne pas trop s'user. La dureté de la gomme rend le pneu moins adhérent, mais le poids du véhicule compense. Un pneu de voiture fait avec de la gomme d'un pneu de camion serait une vraie savonnette, et l'inverse détruirait le pneu en quelques dizaines de kilomètres seulement. Donc le poids influe sur l'usure, mais l'usage d'un pneu adapté compense cela. Fausse piste donc. Deuxièmement, une voiture électrique digne de ce nom est censée avoir plus de couple qu'une thermique. Ce sont les accélérations fortes qui détruisent les pneumatiques, selon les tenants de cette théorie. Passer un gros couple dans un pneumatique adapté n'engendre pas d'usure supplémentaire, si ce couple est continu et linéaire. Sur la voiture thermique, les changements de rapport combinés à des pics de couple importants conduisent, lors d'une conduite un peu énergique, à des micro-pertes d'adhérence, et donc à une très forte abrasion du pneu. Donc le gros couple moteur des moteurs électriques, c'est pas ça non plus qui fait user les pneus. Mais alors, qu'est-ce qui donne une usure plus importante des pneumatiques de voitures électriques en laboratoire? Eh bien, c'est la régénération au freinage. Lorsque des cycles de test ont été effectués sur cet aspect-là, il se trouve que le poids plus important d'une auto électrique débouche sur une usure plus importante à la décélération. En appliquant les mêmes réductions de vitesse entre une électrique et une thermique, c'est la thermique qui s'en sort le mieux. Mais la thermique utilise ses freins mécaniques. Certes, la voiture électrique préserve ses freins dont l'usure est quasi nulle grâce à la régénération, mais c'est compensé par une usure plus importante des pneumatiques. Voilà, la science a parlé et les utilisateurs de voitures électriques n'ont qu'à la fermer et à accepter. Bien en fait, non. Venez avec moi, on va aller dans ma cour pour voir mes pneumatiques. Mes pneus hiver ont 22 700 km à ce jour et la profondeur de gorge est en moyenne de 5 mm. Sachant qu'ils étaient de 8 mm de profondeur lorsque le pneu était neuf et que la limite légale est de 1,6 mm, on peut rapidement calculer une durée de vie probable. 48 400 km. J'utilise pourtant beaucoup la régénération au freinage et 16% de l'énergie que je consomme en moyenne depuis que j'ai ma voiture provient de cette source-là. Aucune de mes thermiques n'est arrivée à ce kilométrage en termes de durée de vie pour mes pneumatiques. Ah si, une seule. Une Mercedes de 1979 avec des pneus en bois, enfin en quelque sorte. Les fédérales que j'avais dessus étaient des savonnettes, mais leur gomme était si dure qu'elle ne s'usait quasiment pas. La durée de vie était là, mais pas la tenue de route ni la sécurité. Cela illustre pas mal du tout l'importance que doit revêtir le choix de vos pneumatiques. Lorsque je prends mon expérience sur ma Model S, c'est très emblématique. Équipés d'origine de Michelin Prémacy 3, ils n'ont pas supporté le traitement infligé par ma grosse berline de 2 tonnes 100. Ils se sont déformés et ont rapidement présenté une usure en escalier à l'arrière, provoquant des bruits et des vibrations. Ces pneus-là ont rarement tenu 30 000 km. Ce qui est déjà beaucoup, parce que si j'avais dû les changer au moment où ils ont commencé à faire du bruit, c'est 6 000 km qu'ils auraient fait. C'est le signe que le pneumatique n'était pas adapté à la voiture. Le troisième jeu que j'ai mis a été encore plus catastrophique, et pour les mêmes raisons. Il était trop souple. Pourtant, sitôt que j'ai commencé à mettre des pneus nettement plus rigides, comme les Michelin Pilot Sport 4, non adaptés à la voiture électrique, ou les Hankook Ion, les problèmes ont disparu, et l'usure s'est alors réduite grandement tout en profitant d'un agrément tout au long de la durée de vie du pneumatique. Mon ami Jérôme, vous savez, celui qui a Palpatine, il a récupéré donc mes pneumatiques, il a fait déjà 20 000 km avec, sachant que dans mes souvenirs, j'en avais déjà 12 ou 14 000. Donc ils ont 35 000 km, ils sont à peu près il y a encore à peu près 30% dessus, ce qui veut dire qu'ils vont aller globalement au 45, 48, en gros 50 000 km, ce qui semble être pour les Model S plutôt une norme. Comme quoi, monter un pneu ou un autre peut tout changer pour une auto. Mais même là, les études en laboratoire sont formelles. Les voitures électriques usent plus leurs pneus à usage et conduite égale. Mais alors, comment expliquer les témoignages qui semblent contredire la science? Prenons l'exemple des freins, qui eux ne servent qu'à la phase de décélération. Pour bien freiner, il faut dissiper le plus possible d'énergie cinétique. Donc, plus de poids dit plus d'énergie cinétique, dit plus d'usure à décélération égale.
On va alors entendre dire que la voiture électrique est beaucoup plus polluante en ce qui concerne les particules fines issues des freins. D'ailleurs, ne me dites pas le contraire, c'est ce que disent les journaux. L'usage démontre pourtant le contraire et c'est très facile à voir de ses propres yeux. Avec mes anciennes voitures, ne pas les laver pendant quelques semaines ou quelques milliers de kilomètres débouchait sur des jantes avant couvertes de poussière grise. Avec la Model S, rien de tout cela. La salissure est celle de la route, pas celle de la poussière de frein. Donc on a un premier exemple où une mesure en laboratoire débouche sur une conclusion erronée dans la vraie vie. Cela permet aux journaleux de faire monter la mayonnaise et donc de faire des clics, des vues et donc du fric à bon compte sans trop se fouler. Et surtout en économisant la vérité. Mais alors, pour les pneumatiques, que se passe-t-il? En fait, les facteurs sont multiples, mais il y en a un qui sera plus important que les autres. On va reprendre nos causes d'usure pour décomposer tout ça. Premièrement, le poids. On l'a vu, les pneus sont conçus pour que le poids supplémentaire de l'auto ne débouche pas sur un échauffement anormal du pneumatique. Sa température est plus élevée si la vitesse est plus élevée en conditions environnementales égales. Attention toutefois, cela implique qu'il faut avoir les bonnes pressions dans les pneumatiques, et donc que l'influence de la pression est beaucoup plus importante si la voiture est lourde. Donc contrôler ces pressions de pneumatiques au minimum une fois par mois est une évidence si on veut préserver ses pneumatiques. Être laxiste sur ce point sera plus dommageable pour une voiture lourde que pour une voiture légère, et donc sera plus dommageable pour la voiture électrique. Ce qui veut dire que pour une voiture électrique, il faut faire juste les choses bien. Ensuite, à la conduite, la majorité des voitures électriques ont des rendements à haute vitesse qui réduisent fortement leur autonomie. Au-delà de 110 km/h pour une non Tesla, les autonomies s'effondrent. Donc les conducteurs vont réduire leur vitesse sur autoroute et l'usure de leur pneumatique sera moins importante que la norme. Et probablement moins que celle d'une thermique roulant plus vite. Ceci est valable pour une voiture avec un moteur à aimant permanent ou à rotor bobiné. Mais les Tesla et leurs unités à induction ou à réluctance variable permettent de maintenir les mêmes vitesses moyennes que les thermiques. En tout cas, c'est ce que constatent les utilisateurs de Tesla au quotidien. Il y a donc une autre raison que la vitesse, puisque même nous usons moins nos pneumatiques. C'est l'accélération et le freinage qui vont créer la différence. Dans une conduite en accordéon ou sur des trajets urbains ou périurbains, la voiture électrique et sa régénération permettent de conduire à une pédale sur beaucoup de modèles. Pour éviter de freiner, lorsque la voiture devant nous accélère, nous allons essayer de prendre un tout petit peu de distance pour ne pas avoir à freiner lorsque la vitesse du flot de voiture diminue. On applique alors moins de couple qu'en conduite hachée qui comporte des changements de rapport fréquents et des coups de frein importants sur une thermique. Et donc on use moins ces pneumatiques. On arrive même à les user moins qu'une voiture thermique, même si on conduit cette dernière avec un maximum de douceur. En effet, procéder ainsi avec une thermique revient à être un escargot ou une chicane mobile sur la route. Les conducteurs derrière vous ne seront pas satisfaits, vont vous stresser et vont finalement déboucher sur des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Alors qu'avec la voiture électrique et sa régénération, eh bien on peut avoir une conduite coolée tout en restant dans les vitesses du trafic. Au final, on se rend compte que tout ce qui différencie la théorie ou les études de laboratoire de la pratique, c'est le facteur humain. La conduite d'une voiture électrique est, pour la majorité des utilisateurs, moins stressante et moins agressive qu'avec une thermique, mais permet tout en douceur de suivre le trafic sans devenir un danger pour les autres. De plus, n'ayant pas à gérer de rapport de vitesse, elle est à l'aise à toutes les vitesses. Dans le flot du trafic, elle incite à lisser les accélérations et les freinages pour tirer le meilleur parti de sa technologie. Enfin, lorsque c'est possible, bien sûr. En effet, il y a une énorme différence entre une voiture électrique bien conçue et une mauvaise voiture électrique. Peu importe la technologie moteur, les voitures électriques modernes sont susceptibles d'avoir une bonne régénération, mais certains constructeurs ont décidé de ne pas l'implémenter. On peut se demander pourquoi d'ailleurs. Leur argument est de ne pas vouloir trop changer les habitudes de leurs clients. Mais ça, c'est un masque. C'est une tromperie. En fait, garantir une usure rapide des freins et offrir une efficience médiocre de leurs autos ont deux avantages commerciaux. Plus de passages en atelier et donc plus de chiffre d'affaires pour les constructeurs et le réseau. Mais aussi une plus grande compétitivité des modèles thermiques et hybrides qui, eux, sont optimisés pour montrer leur meilleur jour. Mais aussi pour vous faire cracher un maximum d'argent. Moins durables, plus dispendieuses en entretien, ces dernières préservent le porte-monnaie bien rebondi de la filière automobile traditionnelle.
Personnellement, je trouve qu'il convient d'éviter ces marques autant que possible, aussi bien en électrique que pour toutes les autres énergies, et de se tourner vers des constructeurs plus vertueux qui font réellement le taf pour vous donner de bonnes voitures électriques qui font réellement économiser de l'énergie et des matériaux. Bien choisir sa voiture au départ sera donc d'une importance cruciale, comme je le dis souvent. Avoir une auto la plus simple à utiliser devrait donc être une priorité, tout comme une bonne régénération dont la commande à l'accélérateur doit être la plus fine possible. Jusqu'à présent, les meilleures autos que j'ai pu conduire sont les Tesla et la Ford Mach-E dans ce domaine. La Polestar 2 a une régénération forte mais peu progressive, tandis que les Kia, Hyundai et autres Mercedes sont plutôt agréables, même si le système des palettes au volant est pénible et totalement inefficace. Il suffit de mettre la régénération au maximum et de gérer avec l'accélérateur pour en tirer le meilleur parti. Les commandes au volant sont donc coûteuses et grèvent la facture sans valeur ajoutée. D'ailleurs, je vais vous en reparler bientôt de tout ça, puisque nous allons faire un test avec la régénération et sa réelle efficacité. En plus, je vais faire ce test avec un véhicule où on peut la régler, et c'est un épisode que je ferai avec un véhicule avec un moteur à aimant permanent. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, parce que cet épisode va arriver rapidement. Bien, une fois que la voiture est choisie, la conduite sera primordiale pour la consommation, mais aussi pour l'usure des pneumatiques. Encore une fois, c'est le conducteur qui fera la différence, car un mauvais conducteur usera plus vite ses pneus avec une électrique qu'avec une thermique. En revanche, cela vaut aussi dans l'autre sens. Consommer moins de pneus est possible en électrique ou même en hybride qu'avec une thermique pure, du moment qu'on fait les choses correctement. Ne rejetons donc pas nos fautes en tant que conducteurs sur une technologie qui, elle, ne donne de résultats qu'en fonction de notre utilisation. Même si elle part perdante d'un point de vue technique, à l'usage, elle peut s'avérer gagnante. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.